Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vais procéder dans un premier temps à l'appel. Madame Cathy Montassier, Monsieur Jean-Noël Robin, Présent. Madame Célia Berger, Monsieur Claude Mignon, Présent. Madame Nicole Gauduchot, Monsieur Thomas Litière, Madame Pénélope Fontineau, Monsieur Pierre Rousseau, pouvoir à Cédric Gourin, Madame Alexandra Galeotti, Monsieur Sébastien Tranois, Madame Brigitte Telat, Monsieur Jérôme Moreau, Madame Véronique Martin, Monsieur Daniel Gavache, Madame Marilyn Gabel, Monsieur Anthony Defavry, Madame Laurence Morin-Blanluet, Monsieur Denis May, Madame Aurélie Damota, Monsieur Patrice Argenty, pouvoir à Cathy Montassier, Madame Julie Robin, très bien, Monsieur Gérard Cotigny, Madame Leila Boulgroun, Monsieur Jacques Couvray, Madame Charlotte Juteau, Monsieur Michel Gauron, Madame Florence Barotte, Monsieur Romain Mercier, Madame Véronique Buridago, Monsieur Franck Fradin a donné pouvoir à Madame Véronique Buridago, Madame Lydie Perrin, Monsieur Yassine Bazungoula, Monsieur Johan Lautier et Monsieur Saad Warab. Le quorum est atteint. Je vous remercie. Alors, avant d'examiner les points à l'ordre du jour, j'ai tenu à rendre un hommage à Monsieur Dago, décédé le 27 mars dernier. Madame Buridago, mesdames et messieurs, je n'ai pas eu l'honneur de connaître personnellement votre père, Madame, Monsieur Pierre Dago, mais à son décès, à l'âge de 93 ans, j'ai immédiatement compris la personnalité qu'il était et qu'il est encore aujourd'hui dans le cœur des Abrésiens. Sa réussite la plus marquante restera l'association L'Atelier. Au moment où je suis rentré tout récemment dans le bureau du maire de Saint-Jean-de-Bray, j'avais immédiatement remarqué encadré au mur cette affiche faisant état de l'une des expositions menées avec les écoles de notre commune. Pour m'être renseigné sur sa personnalité, je sais de sources proches qu'il n'aurait pas aimé un hommage avec trop d'emphase, mais je dois rappeler que l'Atelier avait été créé en commun avec Madame Colette Dago, enseignante, passionnée d'art. Leurs initiatives sont innombrables, y compris à l'international avec cet échange en 1998 vers le Japon. Je m'arrêterai là et je rends hommage à ce parcours de vie, à ces actions et initiatives dans le domaine de l'art, dont tant d'enfants de nos écoles ont bénéficié. Et je souhaiterais qu'on puisse respecter une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, nous allons passer au point 1 de l'ordre du jour, la fixation des indemnités des élus suite aux élections municipales du 22 mars 2026. Je tenais en premier lieu à indiquer que vous avez trouvé sur votre bureau une nouvelle version de la délibération. Il y a eu, j'allais dire, une difficulté dans la rédaction en fait de la copie qui vous a été adressée. Et on n'avait pas eu de retour négatif de la préfecture, malgré le fait que les services en fait avaient effectivement eu la précaution de saisir le contrôle de légalité. Et alors ça concerne, pour être précis, de manière à ce que vous puissiez le voir, au 7e paragraphe de la délibération, en fait il était indiqué entre parenthèses
dans la phrase « Compte tenu de la strate démographique de la ville, ces indemnités sont attribuables dans les limites de l'enveloppe indemnitaire globale », il y avait indiqué, entre parenthèses, à l'exception des conseillers municipaux sans délégation. Donc cette phrase est enlevée et retirée. Et dans les 3 tirets qui suivent, il était mentionné « indemnité d'un conseiller municipal délégué » et cette mention doit également être retirée. C'est de pure forme. De la même manière, dans le tableau qui figure en page 2 du document qui vous a été produit, le chiffre effectivement a évolué puisque le 6% en face de conseillers municipaux délégués se retrouve avec la mention indemnité comprise dans l'enveloppe budgétaire maire plus adjoint. Voilà, donc ce sont des mentions légales qu'il fallait effectivement pouvoir repréciser. En l'état, il est proposé donc au conseil municipal de calculer les indemnités sur la base de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique en tenant compte de l'enveloppe indemnitaire globale et de la demande du maire et de fixer à compter du 13 avril, donc à savoir début de semaine prochaine, du 13 avril, le montant des indemnités brutes mensuelles au maximum autorisé par la loi à verser comme suit. Voilà, et vous retrouvez évidemment tous les éléments. Pour être totalement précis, voici la répartition des indemnités de fonction allouées aux élus dans le cadre de l'enveloppe indemnitaire globale de 17 264,19 €. Le maire, 3 518 € brut mensuels. On a procédé à un certain nombre de variations entre les adjoints pour tenir compte du plan de charge et des délégations des uns et des autres. Ainsi, la première adjointe, 1 230 € 28, deuxième adjoint, 930 € 21, troisième adjoint, 1 030 € 10, quatrième adjoint, 930 21, cinquième adjoint, 1 030 10, sixième adjoint, 1 030 10, septième adjoint, 1 030 10, huitième adjoint, 930,21, neuvième adjoint, 930,21 et dixième adjoint, 930,21. Nous avons 12 conseillers municipaux avec délégation qui auront chacun 246,63 €. Et nous avons souhaité, comme c'était le cas auparavant, pouvoir maintenir en fait une enveloppe pour l'ensemble, et ça avait été vu avec les responsables des 2 groupes d'opposition, pour qu'une enveloppe puisse être effectivement donnée à la fois aux conseillers municipaux de la majorité et aux conseillers municipaux de l'opposition, afin de pouvoir couvrir des frais de représentation, de déplacement, et évidemment dans le cadre de leurs fonctions. Voilà. Il est également proposé au conseil municipal d'indexer les indemnités des élus sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique territoriale. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Monsieur, merci. Oui, merci Monsieur le maire. Alors cette délibération sur les indemnités des élus, elle nous interpelle un petit peu. Alors pas sur le principe, évidemment, je l'avais indiqué lors du dernier conseil municipal, qui était aussi le premier, cela dit. Nous considérons bien qu'un maire et des élus doivent être indemnisés pour l'engagement qui est le leur. Et il ne s'agit pas de faire du populisme sur ce sujet. Les indemnités sont de droit, enfin votées, et puis après elles sont légitimes en tout cas. Mais ce qui nous interroge, c'est plutôt le signal envoyé avec cette délibération, le signal politique. Pendant la campagne, nous avons entendu les critiques sur le niveau des indemnités de l'équipe précédente, en le reliant à la situation financière difficile de la commune. Le message était clair: rigueur, exemplarité, sobriété. Chaque euro dépensé devait être une dépense utile. Or, quelques semaines maintenant après l'élection, vous proposez une augmentation de votre indemnité qui représente environ 1 000 € supplémentaires par mois, donc environ 12 000 € par an. Certes, vous n'êtes pas au maximum autorisé, mais vous faites le choix de vous en rapprocher fortement dans un contexte budgétaire que vous qualifiez de contraint, et c'est là que se place notre interrogation. Ce type de décision n'est jamais neutre, et nous espérons sincèrement que cette augmentation ne se traduira pas demain par une baisse de la qualité du service public rendu aux Abrésiens, des demandes supplémentaires faites aux agents avec moins de moyens, ou encore des arbitrages budgétaires qui pèseraient sur les services rendus à la population. Car en matière d'exemplarité, ce sont ces choix-là qui sont observés, et c'est ceux-là qui font potentiellement monter les extrêmes. Nous ne parlerons pas des indemnités des élus délégués et des élus sans délégation, qui, elles, diminuent quand même. Notre sujet, c'est la cohérence entre les discours tenus devant les habitants et la première décision budgétaire symbolique qui est prise aujourd'hui.
D'autant qu'à cette indemnité s'ajoute votre indemnité de vice-président de la métropole. Là encore, la reconnaissance de l'engagement métropolitain est légitime et il est normal qu'il soit indemnisé. Mais en parlant de la métropole, permettez-moi à ce sujet de vous partager notre surprise de voir votre position de 19e vice-président au sein de Orléans Métropole. Pour la 3e ville de la métropole, le symbole est là aussi problématique. Est-ce le signal de la considération portée par le président de la métropole à notre commune? Est-ce la place qui correspond au poids de Saint-Jean-de-Bray et de ses habitants au sein de la métropole? Est-ce le fruit de l'intérêt que vous portez à la métropole alors que les enjeux pour la commune sont majeurs? C'est bien de la place de notre commune dans la métropole dont il est question. Bref, vous comprendrez donc que cette délibération nous laisse perplexes. On ne s'oppose pas, on ne valide pas, on s'abstient et on laissera les Abrésiennes et les Abrésiens apprécier cette décision. Et nous avons toute confiance dans la transparence qui est la vôtre, celle que vous avez brandie toute la campagne, que vous avez appliquée sur vos réseaux sociaux personnels et sur ceux de la ville, pour l'éclairage public, pour vos présences sur le marché, pour les différentes visites de ces derniers jours. Nous avons donc toute confiance sur le fait que vous communiquerez également sur cette augmentation et sur le détail des montants votés ce soir. Nous espérons qu'il n'y aura pas de géométrie variable sur votre communication. Merci, Monsieur Mercier. Monsieur Lothier. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, c'est toujours un exercice délicat en début de mandat que cette délibération sur les indemnités des élus, et il faut éviter un double écueil, le populisme d'une part, et à l'inverse, une forme d'acceptation béate par crainte d'être taxé de populisme. Alors, on va essayer de tenir cette ligne. On verra si on y parvient ou pas. Je vous en laisserai juge. D'abord, sur la forme, votre présentation, elle est plutôt habile. Vous dissociez une première délibération avec une enveloppe qui baisse, puis une deuxième qui applique une majoration de 15%, dans laquelle on ne redonne pas les montants, ce qui nous aurait permis de constater que l'enveloppe, au final, augmentait par rapport au précédent mandat. Donc on donne l'impression que ça baisse, alors qu'en réalité, ça monte. Sur votre indemnité, là, je ne vais vraiment pas faire de populisme, je le dis clairement. Avec la somme de la mairie plus la métropole, on arrive aux environs un petit peu en dessous de 6 000 € bruts mensuels. Et moi, je trouve que ça peut s'entendre au regard des responsabilités. Il y avait un président qui disait que les emmerdes volaient en escadrille. Moi, pour avoir été DIRCAB d'une collectivité de taille comparable, je sais la quantité d'escadrilles que vous allez avoir à gérer. Et donc, partant de là, je n'ai pas de problématique sur ces montants. Une seule question cependant sur le caractère de plein temps ou pas de ce mandat, parce que le montant est censé être une indemnité, et pour une indemnité, je trouve que ça devient quelque chose qui est relativement important. On est en fait à la frontière entre une indemnité et une rémunération. Ça pose la question du statut de l'élu, qui reste un vrai sujet dans ce pays, qui n'est pas très bien reconnu. Et donc, voilà. Mais en tout cas, la question de l'implication qu'il y a derrière cette indemnité me semble quelque chose d'important. Là où je suis un peu plus critique, c'est sur les adjoints. Vous assumez une différenciation au regard du temps à engager, et ça, je peux l'entendre. Et je veux saluer aussi la transparence dont vous avez fait preuve, puisque quand on vous a posé la question, vous avez répondu immédiatement sur les considérations qui étaient derrière ce choix. Mais au-delà de cette différenciation, il y a quand même une augmentation générale des indemnités des adjoints une fois qu'on applique la majoration. Et dans le même temps, vous réduisez le nombre de conseillers délégués et vous baissez les indemnités des conseillers. Donc, si je voulais être un peu schématique, en gros, on prend en bas pour renforcer en haut. C'est un choix politique. Peut-être, j'espère pas, un choix de société. On le verra dans le courant du mandat. Là, je pense que l'avenir nous le dira. Mais en fait, le vrai sujet, pour moi, il est ailleurs. Et je vais rejoindre un petit peu ce que Romain disait il y a quelques instants. La situation de la ville, au niveau financier, elle est contrainte. Pour moi,
ce n'est pas seulement vous qui l'avez dit durant la campagne, on l'a dit aussi, et on le dit depuis 2 ans, et on le pense. Et face à ce contexte contraint, on pense que vous allez devoir demander des efforts aux services à coup sûr, et peut-être même aux habitants, parce qu'il y aura des choix à faire. C'est aussi ce qu'on appelle le courage politique. Mais dans ce cadre-là, moi je me pose la question, est-il cohérent de demander des efforts à tous, sauf à certains élus? Voilà. Là, ça me pose une vraie question. Et je vais me permettre une courte fable, un inédit de La Fontaine que j'ai retrouvé dans mon grenier ce week-end pascal. Alors bon, on fera expertiser le manuscrit parce que je ne suis pas complètement certain de l'auteur. Mais ça s'intitule « Robin des Bois, Gourin des Villes ». En un pays de bois et de clochers mêlés vivait jadis un homme à la justice bien réglée. Robin, disait-on, prenait aux puissants pour soulager un peu le sort des indigents. Non loin de là, en ville bien ordonnée, un autre personnage venait d'être couronné. Gourin, fraîchement élu, plein d'allant et d'ardeur, promettait rigueur, justice et gestion à la hauteur. Le temps est aux efforts, chacun doit y prendre part, chaque euro public sera utile, tel est notre étendard. Mais sitôt dit cela et sans plus de détour, il fit monter les hauts et baisser les autres en retour. Les uns virent grossir leur belle indemnité, les autres comprirent vite que, ceinture, il faudrait se serrer. Un passant s'étonna. N'est-ce point l'inverse ici de ce que l'on raconte? Robin prenait aux riches pour alléger la honte. Morale, quand l'effort est commun, la règle est claire et sûre. L'exemple doit venir de ceux qui ont l'armure. Car si le haut s'élève quand le bas se restreint, la justice recule et la confiance s'éteint. Alors, au-delà de la fable, voilà, je sais que vous adorez la littérature, donc voilà. Le sujet est finalement assez simple. Vous avez fait le choix d'augmenter l'enveloppe des indemnités des élus, en particulier en haut, dans un contexte où vous allez demander des efforts à bon nombre de personnes. Pour nous, l'exemplarité, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et cette augmentation, elle ne nous paraît ni nécessaire ni opportune. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre les 2 délibérations. Évidemment, si vous retiriez la deuxième, on s'abstiendrait sur la première, puisque dans ce cas-là, l'enveloppe serait inférieure à celle de la fin du mandat précédent. Et on trouverait légitime, dans ce cas-là, de vous laisser organiser votre répartition comme vous le souhaitez. Je vous remercie. Très bien, merci messieurs. Quelques éléments de réponse qui vont rester très factuels. Sous la précédente mandature, les indemnités brutes totales comprenant la majoration de 15% qui nous relie à la deuxième délibération étaient de 18 902 € par mois. 18 902 € par mois. Les indemnités brutes que nous proposons ce soir, effectivement, pour la nouvelle mandature, sont de 19 735. On ne peut quand même pas dire totalement que le glissement a été majeur. Voilà. Alors, il y a des choix, effectivement, qui sont réalisés, et notamment le fait de différencier. Ma prédécesseur a fait le choix de ne pas avoir une indemnité aussi forte. C'est son choix. Je ne suis pas là pour la discuter d'ailleurs. Voilà. J'observe effectivement par contre que les conseillers, vous parliez tout à l'heure de vases communicants, mais que les conseillers délégués, puisque la majorité municipale précédente, tous les conseillers étaient délégués et qu'ils avaient une indemnité par contre qui était beaucoup plus forte que l'actuelle, que les actuels conseillers délégués, effectivement, puisqu'elle était de 318,97 € quand la nôtre est pour les membres du conseil municipal avec une délégation de 283,63 €. Voilà. Moi, j'ai fait le choix, clairement, avec notre équipe, nous avons fait le choix d'avoir des adjoints qui, pour certains en tout cas, voient effectivement leur indemnité augmenter. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est un engagement de tous les instants. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander à quoi servent les indemnités. Voilà, je ne vais pas vous faire cet affront-là parce que vous le savez très bien à quoi servent les indemnités. Elles servent effectivement à compenser un temps de travail qui relève pour l'essentiel, si on regardait le taux horaire, quasiment du bénévolat. Je pense qu'on n'en est quand même pas bien loin et je pense qu'on doit même se rapprocher du SMIC quand on regarde le taux horaire réel, le taux horaire appliqué. Mais on va le faire calculer, comme ça on aura l'occasion d'en reparler à un prochain conseil municipal. Me concernant, effectivement, j'ai été élu hier soir à Orléans Métropole. J'ai fait le choix de ne pas retenir en l'état le plafond maximal autorisé par la loi. Donc je suis en deçà du plafond maximal autorisé par la loi parce que je me réserve la possibilité de renommer un conseiller municipal délégué que j'ai pris sur l'indemnité du maire. Voilà. Donc je suis totalement transparent avec vous à ce sujet. Donc l'indemnité à la métropole,
si vous jugez que l'indemnité à la métropole, un vice-président ou un membre du bureau est trop élevée, là aussi, il faudra m'indiquer ce qu'il en est. Moi, personnellement, je pense que quand on a 1 500 euros bruts, 1 500 euros net, pardon, c'est quand même pas un montant qui est quand même particulièrement important au regard des responsabilités qui sont devant nous et là aussi du temps qu'il va falloir y consacrer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je voulais vous répondre, Monsieur Mercier, sur le positionnement de la ville. Il ne vous aura pas échappé, et Madame Perrin siégeait hier soir au Conseil métropolitain, il ne vous aura pas échappé quand même qu'il y a une volonté de réorganiser autrement la gouvernance en fait métropolitaine et que Fleury-les-Aubrais n'a pas davantage la troisième vice-présidence. Il y a eu un choix effectivement alors ce qui a sans doute d'ailleurs suscité une réaction de la maire de Fleury, mais la volonté de ne plus répartir effectivement le rang protocolaire, parce qu'on appelle ça du rang protocolaire, de ne plus le répartir en fonction de la population, mais en fonction des engagements des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on retrouve notre voisine, Madame Kaito Crucy, maire de Mardié, occuper la deuxième vice-présidence parce que il a été proposé par le président de la métropole, Serge Gouard, que celles et ceux qui ont pu s'engager fortement sous le mandat précédent soient reconnus à travers une vice-présidence, et soient reconnus à travers un rang protocolaire. Voilà. Si on considère que l'importance d'une ville se joue à un rang protocolaire sur un bout de papier, moi j'avoue que je n'ai pas du tout la même vision. Voilà. Parce que j'ai cru comprendre, mais je découvre que je suis vice-président de la métropole que depuis hier soir. Et je vous avoue que ma journée d'aujourd'hui a été très abrésienne, comme toutes mes journées sont très abrésiennes depuis 15 jours. Mais à partir de ce soir, enfin à partir des prochains jours, effectivement, j'aurai des responsabilités à la métropole. Et en l'occurrence, voilà, on va tous effectivement y passer beaucoup de temps sur des sujets importants. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que le poids de Saint-Jean-de-Bray, et je crois que ça s'est vu dans certains votes hier soir, le poids de Saint-Jean-de-Bray, effectivement, ne se mesure pas au rang protocolaire des élus. Voilà. Je suis convaincu que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça doit fonctionner, quoi. Voilà. Donc c'est ma réponse par rapport effectivement à vos questionnements. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres interrogations? Mais il est vrai, enfin juste petite annotation, et après je donnerai la parole à M. Tranois, adjoint aux finances. J'observe, alors quand même, première réponse, moi pendant la campagne électorale, je n'ai pas critiqué le montant des indemnités. Voilà. Bon, si on veut jouer sur les mots, on peut jouer sur les mots. Je n'ai pas critiqué le montant des indemnités. Je travaille aujourd'hui avec des élus, je sais ce que c'est que le travail d'élu. Voilà, j'ai été moi-même élu à 2 reprises auparavant, et je connais l'engagement des élus. Je n'ai jamais critiqué en cela l'engagement des élus de la majorité précédente. Je sais le travail qui a été accompli, je sais l'engagement qui a été accompli, et je l'ai dit d'ailleurs lors de la séance d'installation, je tiens à saluer ce travail à nouveau, je le redis de manière très sincère. On n'est pas d'accord sur le fond, il y a plein de choses qui ne nous vont pas et qu'on est en train de découvrir, sur lesquelles on sera amené à communiquer, effectivement, mais pour autant, je respecte le travail qui a été réalisé, je respecte le temps consacré, je respecte l'engagement de celles et ceux qui ont exercé ces fonctions, et notamment de ma prédécesseur qui est ce soir présente dans la salle, voilà, et que je tiens à saluer. Donc, à cet égard, c'est toujours plus facile, effectivement, de tenir ce genre de propos maintenant quand on est dans l'opposition. Je pense que si je retrouve les je ne m'amuserai même pas à les demander, mais si je retrouve effectivement les enregistrements des séances où le précédent Conseil était amené à voter les indemnités, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu les mêmes interventions de votre part, quoi. C'est juste ça, de manière un peu globale sur les indemnités, quoi. Bon, voilà. Monsieur Lothier. Alors, je n'avais pas abordé la question de la métropole parce que ça s'est passé hier soir et d'ailleurs ça soulève peut-être un petit questionnement sur le règlement intérieur. Aujourd'hui, dans le règlement intérieur, les questions orales, qui en fait sont des questions écrites, doivent être transmises le mercredi avant 18 h et il n'existe pas de dispositif qui permette d'interpeller en conseil municipal sur quelque chose qui se passerait entre le mercredi 18 h et le vendredi 18 h. De mon temps de DIRCAB, on avait un dispositif de questions écrites pour le mercredi et de questions orales avant le vendredi 16 h sur des questions d'actualité dont on n'aurait pas pu avoir connaissance auparavant. Moi, je ne suis pas fermé à ce sujet-là. Je ferme la parenthèse sur le règlement intérieur. Je sais qu'il y aura une révision à un moment, donc voilà. Mais juste du coup, question sur la soirée métropolitaine d'hier. Moi, j'entends la réponse sur
sur l'ordre protocolaire, même si malgré tout, on peut quand même y voir une forme de symbole. Et le symbole, parfois, a du sens. J'entends vos explications sur la décision qui a été celle, en plus du président. Après tout, il est assez bien placé pour faire ce qu'il veut. Pour autant, moi, ce qui m'interpelle plus, c'est le choix des délégations. J'aimerais savoir comment ce choix a été effectué, parce que, au regard de vos thématiques de campagne, je m'attendais plutôt à vous voir tenter d'obtenir des sujets en lien avec votre projet, c'est-à-dire le lien avec le plan local d'urbanisme, ou avec peut-être la gestion des déchets pour la propreté urbaine, ou voilà, des choses, ou avec la voirie communale. Alors je sais que l'indéboulonnable Alain Touchard voilà, tient à cette délégation énormément, mais voilà, c'est plutôt sur la façon dont vous et votre première adjointe avez dialogué sur le périmètre des délégations que réellement sur l'ordre protocolaire que je m'interroge. Très bien. Je vais quand même répondre à une autre question, puisqu'elle a été posée tout à l'heure, et comme je n'ai pas l'habitude d'éluder les questions, elle me revient maintenant, sur l'implication. Un sujet qui a été évoqué, que vous avez évoqué, Monsieur Lothier. Sur l'implication, je vous informe effectivement que si aujourd'hui je suis encore en titre directeur de cabinet et en fonction directeur de cabinet du président du département du Cher, je ne le serai plus dans les prochaines semaines. Je vais réduire ostensiblement mon temps de travail pour me consacrer, comme c'est le cas depuis 15 jours à temps plein ou quasi, aux affaires effectivement abrasiennes et aux affaires métropolitaines. Voilà. Pour ce qui est du jeu des délégations et de la détermination des délégations, la métropole, en fait, c'est pas la somme des intérêts communaux, quoi. Et pour le coup, les délégations, elles sont discutées dans un intérêt métropolitain, j'allais dire communautaire, métropolitain, et de fait, elles le sont aussi en fonction des affinités qui peuvent être personnelles. Je crois que ça a été le cas pour l'essentiel en tout cas pour celles qui nous concernent, des affinités personnelles et des souhaits d'engagement personnels. Et on peut avoir un certain nombre d'engagements pendant une campagne électorale, mais avoir d'autres engagements ou d'autres intérêts, effectivement, à titre plus particulier, quoi. Voilà, donc je ne veux pas discuter pour les autres, parce que je ne sais pas. Je sais simplement ce que j'ai entendu à la conférence des maires, enfin, qui n'était pas statutairement la conférence de maires, mais en tout cas la réunion des maires de mardi dernier. Voilà, il s'est déjà dit un certain nombre de choses, mais il n'y a pas de publicité à donner particulièrement sur le contenu de ces travaux, toutes communes confondues. Mais j'observe qu'il n'y a pas eu de... Voilà, enfin, pour ma part, en tout cas, les choses sont claires. Je suis vice-président de la métropole. J'y représente certes Saint-Jean-de-Bray, comme tous les élus abrésiens qui siègent à la métropole, mais on va travailler à l'intérêt métropolitain d'abord, quand on siège à la métropole, quoi. Voilà. Monsieur Tranois. Merci, Monsieur le maire. Je voulais simplement remercier Monsieur Mercier d'avoir eu l'honnêteté de reconnaître que l'équilibre financier de la ville est contraint. Et je dirais même, et je le soulignerai, que les finances de la ville sont particulièrement dégradées. Nous nous y attendions. Les Abrésiens aussi, on a pu le mesurer pendant la campagne. Mais il est clair que si les finances sont aussi dégradées, ce n'est pas à cause de la délibération que nous votons ce soir, mais bien à cause de la manière dont les finances ont pu être conduites ces dernières années. Et quant à moi, comme adjoint au maire en charge des finances, je suis très heureux que le maire de notre ville ait des indemnités à la hauteur de l'investissement qui va être le sien, et il a eu l'occasion à l'instant de reconnaître l'implication qui va être la sienne. Merci, Monsieur Tranois. Monsieur Mercier. Oui, alors j'avais pas prévu de répondre, mais je vais répondre quand même à deux éléments que vous avez dit. On ne remet pas du tout en cause votre indemnité sur la métropole, hein. Vraiment, notre question c'était sur la place, et c'était pour dire que vous alliez avoir les deux. Et la deuxième chose, je ne disais pas que vous, personnellement, vous aviez attaqué sur la question des indemnités, je disais que pendant la campagne, ça avait été un sujet par un certain nombre de personnes, candidates ou non, mais ça avait été un sujet. Et j'ai lu, alors je me permets, je rebondis, pardon, je vous coupe, mais j'avais lu effectivement, qu'un certain nombre d'autres candidats avaient annoncé d'ailleurs dans leur programme qu'ils voulaient baisser les indemnités, quoi. Voilà. Mais nous, ça n'a pas été le cas, on n'a jamais effectivement été sur ce terrain-là. Parce que nous savons le rôle des élus. Voilà.
Et pour terminer, alors on aura certainement l'occasion d'en débattre sur plein de moments sur les questions budgétaires, mais je reprenais vos termes. Je ne disais pas que nous, alors si, qu'un budget est contraint. De toute façon, tous les budgets de toutes les collectivités sont contraints aujourd'hui avec les baisses de dotation de l'État notamment. Mais je reprenais vos qualificatifs pendant la campagne et ce ne sont pas les nôtres. Merci Monsieur Mercier. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous proposer de passer au vote concernant cette première délibération. Qui est contre? Donc Monsieur Lothier et Monsieur Warab. Qui s'abstient? Donc le groupe Vivante et Solidaire. Je vous remercie. Délibération numéro 2, donc l'application de la majoration des indemnités de fonction des élus. Je vous rappelle que la ville de Saint-Jean-de-Bray est éligible à la majoration légale de 15% des indemnités en raison de son statut bureau centralisateur et ancien chef-lieu de canton. Donc, considérant que les communes sièges de bureaux centralisateurs peuvent appliquer une majoration de 15% sur les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Il est proposé au conseil municipal d'appliquer la majoration de 15%, comme évoqué à l'instant. Est-ce qu'il y a des interventions complémentaires? Je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet, à mon sens. Mais si vous souhaitez, ce sera avec plaisir. Soumettre aux voix. Qui est contre? Donc le groupe Vivre Saint-Jean-de-Bray. Qui s'abstient? Très bien, le groupe Vivante et Solidaire. Je vous remercie. Délibération numéro 3, les modalités de remboursement des indemnités kilométriques et de mission lors des déplacements des élus locaux. Somme toute, délibération assez classique, pas d'évolution des périmètres. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à procéder au remboursement des frais de l'ensemble des élus durant toute la durée du mandat dans les conditions définies. D'accepter que les montants des remboursements évoluent automatiquement en fonction des revalorisations réglementaires et d'inscrire les crédits correspondants au budget. Quand on parle de faire la chasse aux dépenses inutiles, il va de soi qu'effectivement nous allons être très attentifs à ce type de dépenses, voilà, parce que je considère que les élus doivent être effectivement les premiers comptables et les premiers responsables, en tout cas, effectivement, du train de vie global. C'est-à-dire qu'il y a des indemnités, et les indemnités doivent permettre justement de couvrir le train de vie, quoi. Et nous avons d'ores et déjà pris un certain nombre de décisions, par exemple de ne pas forcément déjeuner comme il pouvait y avoir auparavant des déjeuners de travail, certes, et c'est très bien qu'il y ait des déjeuners de travail, mais nous faisons d'autres choix justement à des fins d'économie. Voilà. C'est un choix politique. Voilà. Donc est-ce que des interventions? Monsieur Lothier. J'ai peut-être mal lu, hein, mais petite question sur oui. On a évoqué lors de la séance d'installation la notion de rendre compte. Oui. Est-ce qu'il est prévu de rendre compte régulièrement sur ce qui se passe en matière de mission et de déplacement de la part des élus? Alors, je sais que normalement on est censé le faire. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu passer souvent en conseil municipal jusque-là. Mais voilà, c'était la question. On le fera, Monsieur Lothier. Oui. J'ai oublié, mais alors excusez-moi, hein, c'est le début, hein, donc il faut se roder. J'ai oublié de désigner un secrétaire de séance. Voilà. Donc on va être obligé de tout reprendre au début. Excusez-moi, on annule les délibérations et on reprend tout. Ça ira effectivement un peu plus vite. Comment ? Est-ce qu'il y a un souhait, Madame Fantino? Non, pardon. C'est bon. Si, pardon. Ah oui. Oui, il faut être disponible lundi pour signer les délibérations. Pénélope. Oui, très bien. Alors, Pénélope Fantino. Très bien, voilà, excusez-moi. Donc nous pouvons reprendre. Donc je soumets au vote les modalités de remboursement des indemnités kilométriques. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4, création des commissions permanentes et désignation des représentants. Où ça?
Oui. Merci. Alors, j'ai procédé à un certain nombre de consultations et notamment des responsables des groupes politiques afin effectivement d'aboutir à une liste commune en vue de cette délibération des fins de constitution des commissions permanentes. Je vous rappelle qu'il est proposé donc au conseil municipal de créer pour la durée du mandat 5 commissions permanentes. La première est dénommée éducation, famille, jeunesse. La seconde, action sociale et santé. La troisième, développement harmonieux, aménagement et biodiversité. La quatrième, vie associative, sport, culture, dialogue citoyen. Et la cinquième, ressources, finances, attractivité économique. Il y a un petit rajout qui a été réalisé sur la commission numéro 2, parce qu'initialement elle était juste léchée action sociale, et on a souhaité effectivement y ajouter santé. Et je tiens à remercier d'ailleurs M. Mercier qui nous a aiguillés sur un certain nombre de fléchages, j'allais dire, de délégations par rapport aux commissions. Donc l'expérience a toujours du bon et il faut le saluer. Merci. Donc on s'est entendu effectivement pour proposer les répartitions suivantes, si vous me permettez d'en faire lecture. En sachant, juste pour rappeler de manière un peu globale, les commissions permanentes existent en fait afin d'examiner les dossiers, notamment qui sont soumis au conseil municipal. Toutes les délibérations, par exemple, du prochain conseil municipal, qui sera au mois de mai, seront effectivement étudiées en commission préalable au conseil municipal. Voilà. Je vous propose donc les noms suivants. Et encore une fois, je tiens à remercier les responsables des différents groupes pour cet accord collectif. Commission numéro 1, éducation, famille, jeunesse, composée comme suit: Célia Berger, Aurélie Damota, Patrice Argenty, Charlotte Juteau, Gérard Cotigny, Julie Robin, Joanne Lautier, Véronique Buridago, Hyacinthe Bazungoula, vice-présidente Célia Berger. Commission 2, action sociale et santé, vice-présidente Nicole Goduchot. Membres: Véronique Martin, Alexandra Galeotti, Leïla Boulgroun, Laurence Morin-Blanluet, Célia Berger, Johan Lautier, Romain Mercier, Hyacinthe Bazungoula. Commission 3, développement harmonieux, aménagement et biodiversité, vice-président Claude Mignon. Membres: Jérôme Moreau, Pierre Rousseau, Brigitte Telat, Daniel Gavache, Florence Barotte, Saad Ouarab, Lydie Perrin et Franck Fradin. Commission 4, vie associative, sport, culture, dialogue citoyen, vice-présidente Pénélope Fantino, membres: Jean-Noël Robin, Thomas Litière, Jacques Couvray, Marilyn Gabel, Michel Gohon, Saad Ouarab, Véronique Buridago et Franck Fradin. Commission numéro 5, ressources, finances, attractivité économique, vice-présidente Cathy Montassier, première adjointe. Membres: Sébastien Tranois, Denis May, Anthony de Favry, Claude Mignon, Alexandra Galeotti. Il y a une coquille qui s'est glissée sur les documents qui ont dû vous être communiqués. Johan Lautier, Lydie Perrin et M. Romain Mercier. Voilà. Je vous propose de voter à main levée pour la liste présentée, si vous en êtes d'accord. Monsieur Mercier. Merci Monsieur le maire. Alors moi aussi je souhaitais vous remercier pour l'échange que nous avons eu et le travail en concertation que vous avez voulu, et j'espère que sur d'autres sujets, ou si ça doit arriver de nouveau, en tout cas sachez qu'on sera évidemment dans la même démarche et dynamique. Lorsqu'on a échangé, on avait évoqué le sujet de la sécurité. Du coup, est-ce que vous avez affiné pour savoir dans quelle commission exactement elle sera présente? Et puis, j'avais 2 questions. La première, est-ce qu'on pourrait avoir une explication, une clarification, enfin je ne sais pas comment, de différence entre ce que vous entendez dans le développement harmonieux et dans l'aménagement? Quelles sont les 2 différences entre les deux? Et puis, sur l'attractivité économique, comme c'est une compétence plutôt d'abord de la métropole, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin que ce qui est attendu sur les compétences communales, ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de partenariat ou de coopération économique? Oui, alors merci. Concernant... Alors, Monsieur Ouarab, oui, puis je vais effectivement rassembler les interventions. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, Monsieur Mercier m'a ôté les mots de la bouche. Sur la première, j'avais la question sur des sujets qui ont été largement évoqués ces derniers mois, la santé et la sécurité. Bon, sur la santé, vous avez répondu, effectivement, ça sera regroupé avec Action sociale dans la commission 2.
Mais effectivement, sur la sécurité, j'avais la même interrogation. Dans quelle commission on pourrait retrouver les thématiques liées à ce sujet? Voilà. Très bien, merci messieurs. Concernant la sécurité, donc, elle sera évoquée, rapportée dans la commission numéro 2. Comme je crois que c'était le cas précédemment, en sachant qu'il y a quand même un nombre assez limité effectivement de délibérations. Concernant donc les dénominations développement harmonieux, aménagement, on est clairement effectivement pour ce qui est du développement harmonieux dans le domaine de l'urbanisme. Urbanisme et aménagement, c'est là où seront évoqués aussi tous les sujets de travaux, d'espaces verts, etc. Donc on garde effectivement une intitulé un peu généraliste. On a gardé, autant on a importé le terme développement harmonieux en rapportant celui qui collait d'ailleurs à la délégation de l'adjoint en question, autant on a gardé effectivement celui qui existait auparavant, la dénomination de cette commission qui s'appelait effectivement déjà aménagement et biodiversité, quoi. Donc on a trouvé que ce qui fonctionnait bien avant, il n'y a pas toujours pas toujours besoin de changer ce qui fonctionne et ce qui est signifiant, quoi. Pour ce qui est de l'attractivité économique, là c'est un signal envoyé aussi aux acteurs économiques de notre ville, et on sait qu'ils sont nombreux et importants. Là aussi, il n'y aura pas un volume excessif, j'allais dire, de délibération. Toutefois, on a pris un certain nombre d'engagements, notamment de travailler autrement, j'allais dire, la relation avec le monde de l'entreprise. Donc, on a souhaité effectivement l'intégrer là. On a bien conscience effectivement que c'est une compétence d'Orléans Métropole, hein, malgré tout. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien. Monsieur Lothier. Donc, comme l'a dit Romain, saluer l'état d'esprit dans la manière dont nous avons travaillé ensemble jusque-là. Moi, je vous avais adressé 2 demandes et les 2 ont été entendues d'une part, acceptées d'autre part. C'est pas toujours pareil, donc voilà. Donc, il faut le saluer. Sur la sécurité, vous avez dit commission 2, donc avec l'action sociale et la santé. D'accord. Moi, ma question sur la sécurité, parce qu'effectivement, des délibérations purement sécurité, à mon avis, on va pas en voir tous les jours. En revanche, c'est vrai que nous, dans notre vision de la sécurité, on a la tranquillité publique, on a potentiellement les questions de gestion urbaine de proximité, on a toutes ces composantes de prévention de la délinquance. Ce sont des sujets sur lesquels, si vous le souhaitez, on sera volontaire pour travailler à vos côtés. C'est des sujets qui nous semblent importants et qui sont sur un périmètre beaucoup plus large que la simple action simple. Elle n'est pas simple, mais la seule action du pouvoir de police du maire ou de ce genre de sujet. Très bien, écoutez, je ne peux jamais refuser des élus de travailler, donc avec grand plaisir évidemment pour aborder un travail participatif sur certaines thématiques. Et là aussi, les enjeux de sécurité dépassent là aussi dans les réalités, j'allais dire, peut-être les acceptions ou les mots. Il faut saluer le travail qui était engagé sous la précédente mandature, et peut-être même auparavant, par la police municipale, notamment en termes de prévention. Je crois qu'on a une police municipale qui est relativement exemplaire, et je ne peux que saluer le travail qui avait été engagé dans ce domaine. Voilà. Donc, mais là aussi, on doit pouvoir aller plus loin, et en tout cas, il est souhait de travailler autrement le sujet. Mais sur le volet prévention, voilà, encore une fois, il y a des très belles choses de faites et on va continuer de les faire, voilà, et de les mener. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous proposer de passer au vote. Donc vote à main levée pour la liste présentée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délibération numéro 5, la désignation de représentants de la commission d'appel d'offres permanente. Donc, pour rappel, la commission d'appel d'offres est chargée de l'ouverture des plis, de l'agrément des candidats aux appels d'offres et du choix des attributaires. Conformément au Code général des collectivités, dans des communes de 3500 habitants et plus, les commissions d'appel d'offres sont composées à la fois du maire ou de son représentant, qui préside la commission, et de 5 membres du conseil municipal titulaire et 5 membres suppléants. Ces membres doivent être élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Et donc il a été proposé, là aussi en discussion avec les groupes, de pouvoir présenter une liste unique de candidats de 6 membres. Alors pourquoi, puisqu'il n'y en a que 5 titulaires? Simplement parce que, effectivement, s'il y a des modifications à venir dans les prochaines années, il faut effectivement avoir un nombre de candidats plus important. Monsieur Mercier, je vous vois froncer les sourcils. Non? Qu'il fallait qu'il y ait 2 listes différentes, Oui, parce que oui, c'est ça, donc Oui, c'est pas une liste unique. Oui, j'ai en faire mention. Ah Oui, non, complètement. vous avez dit liste Mais unique. on a du coup, échangé à ce voilà, sujet, oui, de tout ce à que fait. je voulais dire, mais il n'y a pas de liste unique. Donc j'ai reçu à la fois la liste du groupe Vivante et Solidaire, qui est composé de messieurs Fradin, Mercier et mesdames Perrin et Buridago. Et j'ai reçu du groupe Ensemble Soyons Fiers de Saint-Jean-de-Bray une liste composée de monsieur Claude Mignon, Jérôme Moreau, Daniel Gavache, Anthony de Favry, Thomas Litière, Denis Mé, Pierre Rousseau, Alexandra Galeotti, Michel Gon, Brigitte Telat, Patrice Argenti et Véronique Martin. Voilà. Donc il vous est proposé ce soir de procéder au vote à main levée, de désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Voilà. Est-ce que vous avez des interventions, monsieur Lottier? Plutôt pour expliquer une position de vote pour toutes celles qui vont venir, hein, on va gagner du temps. Globalement, là où on a une opportunité, nous, d'avoir un siège, ça va aller assez vite, il n'y a que le CCAS. On présente une liste et on vous laissera deviner pour qui on vote. Là où on n'a pas de possibilité d'avoir un siège, c'est-à-dire toutes les autres, globalement, on ne présente pas de liste. Et on s'abstiendra, puisque de toute façon, que l'on vote avec la minorité ou pas, ça ne change rien à la répartition des sièges. Voilà. Très bien. Merci pour cette explication de vote, monsieur Lottier. Je vous propose de passer au vote. Qui vote pour la liste Vivante et Solidaire? Très bien. Qui vote pour la liste Ensemble Soyons Fiers de Saint-Jean-de-Bray? Pouvoir compris. Très bien. Alors, on va laisser les services pendant quelques instants, effectivement, procéder. Oui, est-ce qu'il y a des abstentions, pardon? Oui, c'est ça, voilà. Mais pardon, je formalise. 2 abstentions, le groupe Vivre Saint-Jean-de-Bray. Voilà. Merci. Donc, on va laisser les services, voilà, procéder au décompte en quelques instants, donc je puisse annoncer le résultat. Je ne vais pas me retourner, parce que je ne veux pas donner l'impression de mettre la pression, donc inutilement de surcroît. Merci. Alors, les résultats sont les suivants. Donc 4 sièges pour la liste Ensemble Soyons Fiers de Saint-Jean-de-Bray et un siège pour la liste Vivante et Solidaire, ce qui donne les résultats suivants nominatifs. Concernant la commission, donc appel d'offres titulaire, Ensemble Soyons Fiers de Saint-Jean-de-Bray, monsieur Claude Mignon,
titulaire, M. Jérôme Moreau, titulaire, M. Daniel Gavache, titulaire, M. Anthony Favry, titulaire. En suppléant, M. Rousseau, Mme Galeotti, M. Goron et Mme Tela. Concernant le groupe Vivante et Solidaire, un siège, titulaire M. Fradin, suppléante Mme Perrin. La délibération est adoptée, je vous remercie. Délibération numéro 6, désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Oui, pardon, alors oui, merci, effectivement j'ai oublié qu'il y a un micro. Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, donc le CCAS. Juste pour rappeler effectivement que chaque élection municipale s'accompagne du renouvellement du CCAS, que le maire préside de droit le CCAS, qu'il y a un nombre égal au maximum donc de 8 membres au sein du conseil municipal et le maire sera également amené à nommer, je serai amené à nommer un certain nombre de personnes issues de la société civile. Voilà. Donc 8 personnes. Il est proposé de fixer à 17 le nombre de membres du conseil d'administration. Et ce soir, nous devons élire 8 membres. Donc il vous est proposé de fixer à 17, comme je l'ai dit, le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS, de désigner 8 représentants pour siéger au sein du conseil d'administration. À cet effet, une urne va vous être présentée, sera présentée à chaque élu. Je propose de désigner, si vous en êtes d'accord, comme scrutateur, Madame Fantino, Monsieur Warab. Ça vous va ? Très bien. En l'état, j'ai reçu 3 listes. Là aussi, nous avions échangé effectivement à ce sujet. Une liste Vivre Saint-Jean-de-Bray, donc évoquée tout à l'heure par M. Lottier, donc sur laquelle figurent M. Lottier et M. Warab. Une liste Vivante et Solidaire avec M. Mercier, Mme Buridago, M. Bazoungoula. Et une liste Ensemble Soyons Fiers de Saint-Jean-de-Bray avec Mme Goduchot, Mme Martin, Mme Galeotti, Mme Montassier, M. Argenty, Mme Tela, M. Couvray, Mme Morin-Blanc-Luet, Mme Berger et M. Litière. Est-ce que vous avez des interventions souhaitées? Pas particulièrement, merci. Je vais vous proposer de procéder au vote. Donc c'est un vote à bulletin secret. Vous avez devant vous un certain nombre de bulletins. On va vous distribuer les enveloppes. Alors, il n'y a pas d'enveloppe, pardon, autant pour moi, il n'y a pas d'enveloppe. Donc, vous avez des bulletins. Il faudra glisser les bulletins dans l'urne. Vous devez choisir une des 3 listes. Je dis bien une des 3 listes. Oui, un bulletin blanc. Monsieur Mercier. Pendant le vote, est-ce qu'il pas y a... qu'on perturbe le passage du bulletin dans l'urne, mais je vous laisse quand même la parole, monsieur Juste Mercier. pour savoir si, du coup, il y a déjà une date qui a été fixée pour... Oui, de mémoire le 20 mai, c'est- mais Mme Goduchot D'accord. va peut-être me compléter. Oui, pardon. Oui, c'est ça, mais a priori le 20 mai. Oui, qui doit être un mercredi, de mémoire. Ouais. Donc, on va appeler Mme Fantino et M. Warab, s'il vous plaît, pour procéder aux opérations de dépouillement.
35 bulletins constatés, merci. Ensemble, soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. 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 Il y a de l'impatience là, je crois. Soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. Ensemble, soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. Vivante et solidaire. Vivante et solidaire. Vive Saint-Jean-de-Bray. Vive Saint-Jean-de-Bray. Ensemble, soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. Ensemble, soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. Ensemble, soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. Vivante et solidaire, pardon. Vivante et solidaire. Vivante et solidaire. Ensemble, soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. 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 Très bien, est-ce que vous pouvez nous... Donc 28 pour Ensemble, soyons fiers de Saint-Jean-de-Bray. 5 pour Vivante et solidaire. Et 2 pour Vive Saint-Jean-de-Bray. Merci à vous deux. Je propose une suspension de séance, le temps de calculer le nombre de sièges, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ça va être assez bref quand même, hein, rassurez-vous. Hein. Je ne demande pas de partir pendant une demi-heure. Hein. L'objectif, c'est pas d'aller se restaurer immédiatement.
Je vais vous proposer de reprendre la séance, s'il vous plaît. Alors, les résultats sont connus et les voici. Donc 35 bulletins. Les résultats ont été annoncés tout à l'heure. Donc sur les 8 sièges, 6 sièges au groupe Ensemble pour Saint-Jean-de-Bray, à savoir Madame Goduchot, Madame Martin, Madame Galeotti, Madame Montassier, Monsieur Argenty et Madame Telat. Un siège pour le groupe Vivre Saint-Jean-de-Bray, Monsieur Lautier, et un siège pour le groupe Vivante et Solidaire, Monsieur Mercier. Je vous remercie. Délibération adoptée. Délibération suivante, la désignation de représentants de la ville au sein du syndicat intercommunal de restauration collective, le CIRCO. Pour rappel, donc, nous avons un syndicat, effectivement intercommunal, qui a la charge de la gestion de la cuisine centrale, qui est partagée avec les villes de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Semois et La Chapelle-Saint-Mémin, qui fabriquent et livrent les repas jusqu'au site de consommation de restauration collective. Conformément à l'article 7 des statuts du CIRCO, le syndicat est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes associées. Chaque commune est représentée donc au sein du syndicat en fonction de la taille des communes, et il convient de désigner concernant Saint-Jean-de-Bray 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants. En l'état, donc il est proposé de procéder au vote à main levée. Est-ce qu'il y a des interventions? Simplement dire que nous avons effectivement reçu une liste, celle du groupe Ensemble Soyons Fiers de Saint-Jean-de-Bray, qui est composée des personnes suivantes: Cédric Gourin, Patrice Argentis, Célia Berger, Florence Barotte, Cathy Montassier en membres titulaires, et Pénélope Fantino, Marilyn Gabel, Aurélie Damota, Brigitte Telat, Denis May en membres suppléants. Et je propose de procéder à un vote à main levée. Madame Perrin. Monsieur le maire, juste pour vous préciser que pour cette délibération et celles qui vont suivre, nous nous abstiendrons simplement parce qu'on considère qu'il appartient à la majorité d'organiser, en fait, comme elle le souhaite, l'ensemble de ces délégations. Voilà. Très bien, merci madame. Monsieur Lautier, non? Non, je fronçais un peu les sourcils parce que s'abstenir sur une délibération sur laquelle on propose une liste, j'avais un petit... Ah, il n'y a pas de liste, il n'y en a qu'une, d'accord. Il y a une liste. Oui, c'est un scrutin majoritaire, c'est pas un scrutin proportionnel, donc il n'y a qu'une liste. Voilà. Bon, bah parfait, alors. Donc je vais vous proposer de passer au vote, donc à main levée. Qui est contre la liste proposée? Qui s'abstient? Donc les groupes Vivante et Solidaire et Vivre Saint-Jean-de-Bray s'abstiennent. La délibération et la liste donc est adoptée à la majorité. Nous vous remercions. Délibération suivante, cette fois-ci concernant les représentants de la ville dans les conseils d'école. Donc j'ai bien entendu, Madame Perrin, vos consignes de vote.
Donc il est proposé au conseil municipal de procéder au vote à main levée, de désigner un représentant au sein des écoles suivants, des conseils d'école suivants. Et je vais vous indiquer les représentants qui sont envisagés. Groupe scolaire Jacques Prévert, Célia Berger. Groupe scolaire Anne-Franck, Célia Berger. Groupe scolaire Louis Galwedec, Célia Berger. École élémentaire Jean Zé, Nicole Gauduchot. École Paul Langevin élémentaire Jean-Noël Robin. École Paul Langevin maternelle Jean-Noël Robin. École Louise Michel élémentaire Brigitte Telat. École Louise Michel maternelle Brigitte Telat. École Courtil-Loison maternelle Pénélope Fantino. Élémentaire et maternelle Louis Petit, Nicole Gauduchot. Et l'école Château-Fouché maternelle, Aurélie Damota. Est-ce qu'il y a des observations? Je vais vous proposer de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc les élus des deux groupes concernés, les deux Vivantes et Solidaires et Vivre Saint-Jean-de-Bray, Merci, délibération adoptée. Délibération suivante. Donc on va enchaîner effectivement un certain nombre de désignations. Désignation de représentants au collège Pierre de Coubertin. On aura ensuite la désignation au collège Saint-Exupéry, au lycée Jacques Monod et au lycée professionnel Gaudier-Bresca. Délibération 9, donc collège Pierre de Coubertin. Donc un représentant au conseil d'administration du collège. Et nous proposons la candidature de M. Thomas Litière. Des questions, des interventions? Monsieur Lautier. Non, alors vraiment très court, juste pour saluer, alors je ne l'ai pas vu dans la salle, mais Guylaine Hureau, je l'ai appris parce que je suis parent d'élèves élus à Coubertin, a fait 18 ans comme représentante de la ville au collège Coubertin. Donc voilà, elle a vu passer quelques générations d'élèves. Et voilà, je voulais juste saluer cet engagement. Alors, je ne suis pas sûr de vous souhaiter de faire 18 ans. Voilà, on verra dans 7 ans si je vous le souhaite ou pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais saluer cet engagement dans la durée auprès du collège. Très bien, merci Monsieur Lautier. En tout cas, le maire ne siégeant pas, je ne sais pas si les élus concernés effectivement siégeront sur une période aussi longue, mais on ne peut que saluer encore une fois un tel engagement au service effectivement de la commune. On ne peut que s'en féliciter, en être heureux. Donc je soumets au vote la candidature de M. Litière pour représenter la ville au collège Pierre de Coubertin. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc les deux groupes, oui, j'ai bien entendu, le groupe Vivante et Solidaire et Vivre Saint-Jean-de-Bray, délibération adoptée. Bravo M. Litière. Délibération 9, projet de délibération, désignation d'un représentant de la commune au collège Saint-Exupéry. Nous portons la candidature de Mme Cathy Montassier. Même chose, intervention, demande d'intervention? Pas particulièrement, merci. Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Même condition. Merci. Donc délibération adoptée, Mme Montassier. Délibération 11, désignation d'un représentant de la commune au lycée Jacques Monod. Nous présentons la candidature de Mme Galeotti Alexandra. Demande d'intervention? Merci. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux groupes dans les mêmes conditions. Merci. Délibération adoptée. Mme Galeotti. Délibération 12, désignation d'un représentant de la commune au lycée professionnel Gaudier-Bresca. Et nous portons la candidature de M. Sébastien Tranois. Est-ce qu'il y a des interventions? Merci. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Même condition les deux groupes. Merci. Donc délibération adoptée, M. Tranois. Merci bien. Écoutez, on a épuisé les questions à l'ordre du jour. Toutefois, nous avons reçu... Oui, pardon, monsieur Mercier. Maintenant que l'ensemble des désignations ont été faites sur le Conseil, est-ce que vous pourriez nous donner les conseillers, enfin les délégations des conseillers délégués qu'on a votés? Voilà, on n'en a pas les thématiques que vous avez déléguées, si c'est possible. Oui. Est-ce qu'on a ça à portée de main? Non, je ne suis pas venu avec. Merci. C'est une excellente question, donc on va y répondre évidemment. Donc les conseillers, les délégations, sous la responsabilité du maire, Monsieur Cotigny, Gérard, délégué aux relations internationales.
sous la responsabilité de M. Robin, M. Jacques Couvray, délégué à la lecture publique et à la vie associative culturelle. Là aussi, on a retenu la même dénomination que précédemment, puisqu'on l'a trouvée effectivement pertinente. Sous la responsabilité de Mme Célia Berger, 3 conseillers délégués, Mme Damota, déléguée à la petite enfance, M. Argenty, délégué à la restauration collective, et Mme Juteau, déléguée à la jeunesse et à la citoyenneté. Sous la responsabilité de M. Mignon, M. Moreau, délégué aux travaux, sous la responsabilité de Mme Gauduchot, Mme Martin, déléguée aux seniors, sous la responsabilité de M. Litière, Mme Gabel, déléguée à la vie associative sportive, sous la responsabilité de Mme Fantino, M. Gohon, délégué au dialogue citoyen, sous la responsabilité de M. Rousseau, 2 conseillers délégués, Mme Telat, déléguée à la biodiversité et au bien-être animal, et M. Moreau, délégué aux espaces verts, et sous la responsabilité de M. Tranois, M. Denimé, délégué au commerce, à l'artisanat et au marché. Il va de soi qu'on vous communiquera, je pensais que vous avez eu cette communication, donc autant pour moi, et on vous communiquera dans les plus brefs délais le détail effectivement des délégations des conseillers. Voilà, merci. Donc, comme je l'indiquais, on a épuisé les questions à l'ordre du jour. Toutefois, donc, nous avons eu 2 questions orales. Une première question de la part de Mme Bury-Dago, au nom du groupe Vivante et Solidaire, Madame. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, des travaux ont commencé le 23 mars dernier, rue de la Gare. Des travaux que nous avions souhaités, qui étaient attendus par les habitants pour améliorer les conditions de circulation de toutes et tous, qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes. Les aménagements prévus ont été conçus pour sécuriser les déplacements, structurer les cheminements, végétaliser la rue et maintenir des possibilités de stationnement à proximité des commerces. Ces travaux interviennent sur un axe particulièrement fréquenté, tant par des véhicules que par les piétons et les cyclistes, du fait de la présence de commerces, du collège Pierre de Coubertin, de l'école Anne-Franck, du terminus du tram et de toutes les installations sportives à proximité. Nous sommes conscients que durant le chantier, les circuits de circulation doivent être adaptés et nous avons bien pris note de la signalisation de déviation mise en place. Cependant, nous avons été alertés par plusieurs parents d'élèves, en particulier de l'école Anne-Franck, sur des conditions de sécurité qui leur paraissent insuffisantes. Il nous a été signalé que les cheminements piétons et cyclistes manqueraient parfois de continuité, avec des changements de trottoir en cours de parcours et un barriérage discontinu qui peut conduire à des traversées inadaptées. Et nous avons pu observer des enfants qui circulaient également à proximité immédiate des engins de chantier et des matériaux entreposés, en particulier les tas de sable. Vous avez visité le chantier la semaine dernière. Nous nous y sommes également rendus et nous avons constaté la présence de piétons au sein même de la zone de travaux, alors que les ouvriers du chantier étaient encore en poste. Aussi, pourriez-vous nous indiquer si vous avez relevé des difficultés particulières concernant la sécurité des piétons et des cyclistes aux abords du chantier? Serait-il possible de demander aux entreprises intervenantes de mettre en place, pendant toute la durée des travaux, un cheminement piéton et cycliste clairement matérialisé, continu et entièrement sécurisé, afin de rassurer les parents et de garantir la sécurité de toutes et tous? Très bien, merci Madame Bury-Dago. C'est un sujet évidemment très important et c'est pour ça que ce chantier, on a souhaité aller le voir, comme vous l'avez indiqué vendredi dernier, avec plusieurs élus ici présents, aussi avec les services et en se rendant sur place. Et des directrices générales adjointes ici présentes peut en témoigner, puisqu'elle est personnellement intervenue, et je l'en remercie, et intervenue effectivement pour signifier immédiatement, en fait, in situ aux entreprises qu'elles ne faisaient pas respecter la sécurité sur le site, ce qui était particulièrement inacceptable. On a eu l'occasion de se rendre compte d'un certain nombre de comportements de la part, y compris de salariés des entreprises qui intervenaient, et le nécessaire a été fait rapidement je tiens à saluer la qualité de la rapidité effectivement des services pour que les entreprises puissent là aussi rapidement changer leurs pratiques. On est sur un carrefour avec une très forte fréquentation, comme vous l'avez dit, chère madame, il y a un certain nombre d'écoles, enfin il y a une école à côté, il y a un volume de piétons qui empruntent ce secteur qui est non négligeable. On a un quartier qui se trouve à côté avec un centre social, on a la rue de l'Ardoise qui couvre
coupe effectivement de ce côté-là aussi. Enfin, on a quand même un grand nombre de piétons, enfin j'ai pu le constater, hein, je le savais déjà, mais avec ces travaux, on a pu constater un grand nombre de piétons qui empruntent, notamment de piétons, du vélo je n'en ai pas trop vu, mais sur les temps en tout cas je suis venu, mais il y en a forcément aussi. Donc un grand nombre effectivement d'usagers. Voilà. Donc il était essentiel qu'on puisse effectivement faire valoir aux entreprises en question qu'il fallait qu'elles se mettent en conformité avec la réglementation, puisque ça relève de leur responsabilité. Mais moi je considère que la nôtre est effectivement de surveiller tout ça de près. C'est pour ça que ce matin je me suis rendu sur place en présence de Madame Goduchot. On a pu constater effectivement que les itinéraires sont maintenant balisés de manière beaucoup plus raisonnée et raisonnable, et on a échangé personnellement avec les entreprises en question et leurs représentants pour bien leur signifier que c'était une attention particulière de la ville pour que les enjeux de sécurité soient respectés. Voilà. Donc on y veillera pendant toute la durée du chantier par des passages réguliers, ce qui est déjà le cas, de manière à ce que ce sujet-là n'en soit plus un à l'avenir. Mais là, il en va de la responsabilité de toutes et tous. Si toutefois vous constatiez, vous observiez quelques pratiques qui ne soient pas effectivement des pratiques sécurisantes, je vous invite évidemment à nous faire remonter cette information dans les meilleurs délais, de manière à ce que là aussi on puisse envoyer des équipes et rectifier toute difficulté, quoi. Voilà, et notamment quand il y a des enfants, mais pas seulement des enfants, voilà, tout type d'usagers, quoi. Voilà. Merci. Monsieur Lautier a également envoyé une question orale. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous avez choisi que votre première décision soit de rallumer l'éclairage public toute la nuit sur l'ensemble de la ville. Dossier en cours. Nous ne contestons pas qu'il puisse y avoir une attente d'une partie des habitants. Nous ne contestons d'ailleurs peut-être même pas l'issue de la décision, mais nous nous interrogeons sur la méthode. Vous annoncez une mesure, a priori, avant d'en connaître le coût, que vous renvoyez à plus tard dans votre annonce sur Facebook. Vous vous appuyez sur des remontées de campagne dont la représentativité n'est pas certaine, et à ce stade, aucune étude d'impact n'a été présentée, ni énergétique, ni environnementale, ni sur la sécurité, alors même que l'on sait que l'éclairage agit surtout sur le sentiment d'insécurité avec un effet limité sur la délinquance. J'ajoute, découverte d'aujourd'hui, que l'éclairage public a une influence aussi sur les périodes polliniques. C'était un ancien de mes dadas, mais ça allonge et ça renforce les périodes d'émission de pollen, donc sujet de santé environnementale également. Lors du bilan sur le plan de sobriété qui avait été présenté en février 2024, l'extinction nocturne était présentée comme permettant environ 50% d'économie. Il est donc raisonnable d'anticiper une hausse très significative des coûts, peut-être un doublement, peut-être un peu moins parce qu'on est passé à la LED sur un certain nombre d'endroits. D'un autre côté, je ne crois pas que les coûts énergétiques soient passés à la baisse, donc bon, voilà. En tout cas, la hausse pourrait être significative. Autre question, pourquoi un choix uniforme, allumé partout toute la nuit, plutôt que des solutions peut-être plus fines, adaptées aux quartiers et aux usages ? Et donc, notre demande claire, quel est le coût de cette mesure, sur quelles données précises repose votre décision et quelles évaluations avez-vous conduites avant de la mettre en œuvre ? Aujourd'hui, le signal envoyé est celui d'une action rapide, certes, mais vous savez que j'aime les jeux de mots, à mon sens, aujourd'hui, pas suffisamment éclairé. Je vous remercie. Merci Monsieur Lautier, vous savez poète, désormais, voilà, on vous sait aller au-delà dans le maniement des mots. Écoutez, on peut qu'en être ravi, et ça promet des belles séances du conseil municipal, et je veillerai moi-même à y travailler. Vous évoquez un sujet, effectivement. Alors, factuellement, il faut que vous suiviez mieux ma page Facebook, nos pages Facebook, parce que ce n'est pas notre première décision. C'est la deuxième. La première étant d'être tous les dimanches, pendant toute la durée du mandat, présent au marché, afin d'y tenir une permanence encore en lien direct avec les habitants. Et c'est justement parce qu'on a été en lien direct avec les habitants pendant de nombreux mois, et je dirais même au-delà, que nous avons pris la mesure des retours de beaucoup de nos concitoyens. Alors, on pourrait envisager d'ailleurs d'organiser une consultation publique à ce sujet. Je pense qu'il n'y en a pas tellement besoin, à vrai dire, mais on pourrait y aller si on nous y invite, avec des remontées extrêmement significatives d'habitants qui nous disaient effectivement leur incompréhension. Alors on peut s'habituer à tout,
Il est évident quand on rentre chez soi, pas trop tard le soir et qu'on ne ressort pas forcément, évidemment, les enjeux de lumière, on ne les perçoit pas forcément totalement comme celles et ceux qui sont amenés pour des raisons souvent professionnelles, mais pas seulement à devoir se déplacer la nuit. Et moi, je le dis, dans cette campagne électorale, parce qu'on sort d'une période de campagne électorale, donc pardon d'y faire référence, mais elle nous a servi de point de référence quand même. Nous avons rencontré des femmes de ménage, faut bien le dire, qui, pour certaines, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui pour certaines partaient à 5h30 le matin, quittaient leur domicile et dans le noir complet, dans des rues parfois plus ou moins complexes, devaient aller rejoindre les transports en commun, parce que tout le monde n'a pas de voiture, et se retrouvaient. Effectivement, ils nous ont exprimé le fait qu'elles pouvaient se retrouver, ou en tout cas avoir un certain sentiment d'insécurité. Alors on va me dire, le sentiment d'insécurité, vaste sujet, le sentiment d'insécurité. Ben oui, mais c'est celui qui est ressenti par les femmes et les hommes. Donc ça, c'est comme la météo, vous savez, il y a la température réelle et puis il y a le ressenti, quoi. Et ben, le ressenti, effectivement, c'est sans doute ce qui compte le plus, même si on doit, nous, responsables publics, évidemment objectiver un certain nombre de données. Voilà. Mais on est attentif au ressenti. On a entendu aussi des étudiants, et notamment des jeunes femmes étudiantes, qui nous ont dit dans cette campagne électorale que parfois, quand on rentre à 2 ou 3 heures du matin, tous étaient un peu jeunes. Enfin, moi, c'est un peu passé, en tout cas pour ma part, je ne juge pas personne d'autre, mais je m'arrive de rentrer à cette heure-ci, mais sans doute moins que les plus jeunes. Et certains nous ont dit, effectivement, quand notamment des jeunes femmes qui rentrent le soir, voilà, à 2-3 heures du matin, se retrouver là aussi, avoir un certain sentiment d'insécurité. Et puis, ça nous a aussi beaucoup touché. Moi, j'ai rencontré des infirmières du CHU, voilà, qui m'ont dit, monsieur le maire, en l'occurrence, puisque ça c'est depuis qu'on a pris cette décision. Merci d'avoir allumé, parce que quand je rentre de l'hôpital, là aussi en pleine nuit, maintenant je me sens un peu plus en sécurité, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer, depuis notre élection et depuis la décision qui a été prise, le nombre de personnes, le nombre d'habitants qui ont salué ces décisions. Qui nous disent encore, merci monsieur le maire, tout à l'heure on a pris une photo avec les adjoints devant l'entrée de la mairie, et là un monsieur est passé à vélo et nous a dit merci monsieur le maire, voilà, pour ces décisions. C'est régulier, c'est tous les jours, pour l'instant c'est tous les jours. Alors j'ai sans doute pas de chance, je vois pas celles et ceux qui s'expriment beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui visiblement s'expriment beaucoup moins en direct pour nous exprimer leur ressenti différent. J'en ai lu, d'ailleurs j'ai même lu un certain nombre de commentaires de personnes qui n'habitent pas à Saint-Jean-de-Bray, donc c'est toujours facile de commenter quand on n'habite pas à Saint-Jean-de-Bray. Nous on vit à Saint-Jean-de-Bray, les habitants qui se sont exprimés vivent à Saint-Jean-de-Bray, et c'est une préoccupation importante. Ça c'était le ressenti. Alors maintenant, de manière un peu plus précise, parce qu'il faut l'être, nous avons annoncé effectivement que nous communiquerons les chiffres. En l'état, on ne peut pas en communiquer, puisque tout ça relève de Orléans Métropole qui assure la facturation. Et dans le cadre d'une contractualisation globale avec la métropole, qui va sans doute d'ailleurs être revue profondément, c'est le souhait du nouveau président et de celles et ceux qui le soutiennent, et je crois peut-être plus largement de toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui siègent à la métropole, une volonté donc de revoir les contractualisations. Et les facturations, en l'occurrence, arriveront sans doute l'année prochaine, d'ailleurs, à vrai dire, et ce qui nous permettra d'évaluer. Mais d'ici là, parce que c'est important, d'ici là, on va travailler en fait pour évaluer, repiloter, travailler en fait assez finement pour essayer de piloter autrement ce dossier. De la même manière que la décision brutale a été prise, je ne la juge pas parce qu'elle a été prise dans des conditions particulières après la guerre en Ukraine et une explosion énergétique et le coût énergétique. De la même manière donc la décision a été prise brutalement d'éteindre la lumière, la décision a été prise effectivement de la rallumer, en sachant, précision quand même importante, que dans cette ville nous avons près de 4300 points lumineux, et qu'il nous en reste 950 qui ne sont pas aujourd'hui équipés en LED. Mais entre le mois de mai de cette année et le mois de septembre, l'ensemble de la ville, enfin ces 950 points seront couverts, ce qui veut dire, de manière plus synthétique, qu'au mois de septembre, en fait, l'ensemble de la ville sera couvert en LED. Voilà. Juste pour donner un chiffre, ça représente un investissement à l'échelle de la métropole de 9 millions d'euros, voilà, mais à l'échelle de la métropole, 3 millions d'euros par année.
Ça nous permet quand même de mieux piloter, ça nous permet déjà de mieux piloter évidemment la puissance lumineuse, ça va nous permettre demain de piloter encore plus finement la puissance lumineuse, quoi. Et clairement, elle va pouvoir être abaissée de 50% entre 23h et 5h du matin. En sachant, d'ailleurs, petite précision, qu'on était une des dernières villes de la métropole à allumer aussi tardivement, avant que nous prenions cette décision, allumer aussi tardivement, 6h du matin. Moi, j'ai discuté avec les agents de terrain de la métropole et qui nous disaient effectivement, dans la plupart des autres villes, c'était plutôt à 5h. Ce qui tenait compte d'un certain nombre d'usages. D'ailleurs, je le dis très basiquement, je pense que la décision aurait peut-être été différente s'il y avait eu un éclairage plus tardif. Enfin, en tout cas, oui, un éclairage plus tardif et sans doute plus resserré, plus matinal, quoi. Voilà. Peut-être qu'on aurait effectivement apprécié un peu différemment. Mais là, en l'occurrence, avec les usages et puis les ressentis, on a pris cette décision. Mais cette décision, c'est un point zéro. C'est un point zéro et on veut vraiment qu'elle soit un point zéro. Donc, à partir d'aujourd'hui, peut-être pas demain matin, mais en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va engager un travail plus fin, et notamment avec les acteurs de proximité, avec les habitants, avec les comités de quartier. Enfin, ça va être un travail assez long, hein, ça ne va pas se dérouler en 15 jours, pour aller évaluer sur le terrain, là où potentiellement on pourrait peut-être piloter différemment la luminosité. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas vous laisser dire que c'est allumé partout la nuit, parce que j'ai pris une décision, c'est de ne pas allumer les parcs, notamment de ne pas allumer les parcs fermés, notamment de ne pas allumer le parc des Longues Allées. Avant l'extinction nocturne, le parc des Longues Allées était allumé la nuit. Il ne l'est plus parce que on s'est appuyé là aussi sur un certain nombre de ressources, et notamment parce qu'on tient compte du fait que c'est quand même un site, de pleine nature, qui est un îlot de biodiversité, qui est effectivement un ensemble qui, je ne vais pas vous vendre le parc des Longues Allées, vous connaissez aussi bien que moi, qui se trouve sur les bords de Loire, qui a un intérêt environnemental marqué, et l'extension du parc en plus y a contribué et va encore y contribuer à terme, et pour le coup il est essentiel typiquement sur le parc des Longues Allées effectivement de ne pas, on a pris cette décision de ne pas rallumer la nuit, quoi. Voilà. Donc on travaille assez finement, on va continuer à travailler assez finement parce que la ville a par nature vocation à évoluer. On a pris la décision à contrario de laisser allumer le Vallon Saint-Loup, le parc du Vallon Saint-Loup, parce que dans le parc du Vallon Saint-Loup, on peut y circuler de manière plus importante, et notamment il y a un certain nombre d'usagers cyclistes qui peuvent emprunter cet axe-là, mais qui peuvent aussi le soir, la nuit, le matin, croiser des piétons. Donc là, on s'est appuyé sur l'expertise des services pour prendre cette décision, encore une fois assez fine, quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est un point zéro. Après, vous savez, les études scientifiques, moi je suis toujours assez prudent. Celle dont vous faites référence, si j'ai bien compris, en fait, c'est une étude qui est menée aux États-Unis. Voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes végétaux, on n'a pas tout à fait les mêmes configurations. Je ne nie pas ce que vous évoquez. La problématique pollen est une problématique importante, voilà, qui renvoie à des problématiques d'ailleurs, des sujets d'aménagement important, surtout quand on sait le nombre de personnes qui deviennent de plus en plus allergiques à tout âge de la vie, et je sais combien vous êtes un expert dans ces sujets, et si vous avez des éclaircissements à nous apporter, évidemment on les prendra avec grand intérêt. Je préférerais autant que d'ailleurs vous puissiez parfois les réserver au conseil municipal, plutôt que de les réserver d'abord, mais vous avez sans doute des fans sur les réseaux sociaux, mais avant de les réserver d'abord aux réseaux sociaux. Voilà, mais bon, en même temps, au moins, ça nous a permis une chose, c'est au moins de ne pas le découvrir, le sujet ce soir au conseil municipal. Donc, bon, écoutez, il faut toujours voir les aspects positifs à tout. Voilà ce que j'avais à répondre, mais après, je suis évidemment disponible. Et les membres du conseil municipal, Monsieur Mignon. Ajouter une petite chose du point de vue technique. C'est une étude qui est plutôt empirique, puisque c'est basé sur un éclairage plus petit, mais qui nous donne quand même un aspect des choses. Il ne faut pas oublier qu'avec les LED, vous avez une baisse systématique de 50% de consommation d'électricité. C'est le minimum. En plus de ça, avec les LED, on peut moduler. C'est-à-dire que sur certains quartiers, on peut descendre avec un rendement de 20 à 30%, qui d'un point de vue visuel est amplement suffisant. En plus, l'hiver, on peut décaler par rapport à l'éclairage, à l'allumage. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ou 4 heures, on peut encore faire descendre l'intensité.
Ça se voit essentiellement l'hiver, bien entendu, puisque ça, c'est rigide, ça se déplace, c'est linéaire, et l'été, on ne s'en rend pas compte. Donc déjà, c'est un point très important d'économie. En plus, chaque secteur est piloté par une horloge astronomique. Une horloge astronomique qui enregistre les 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé sur notre secteur. C'est-à-dire qu'on sait à peu près à quelle heure tombe la nuit, à quelle heure se lève le jour, qu'est-ce qu'on a comme aperçu au niveau luminosité. Donc on peut jouer aussi là-dessus. Et enfin, on pourra affiner encore plus, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe autour et quartier par quartier, en accord avec les gens du quartier, de dire on peut décaler l'éclairage d'une demi-heure le soir ou l'éteindre une demi-heure plus tôt le matin. Donc, a priori, d'un point de vue coût, je pense que ce ne sera pas du tout un problème. Parce que techniquement, on peut le faire. Et c'est à l'heure actuelle la meilleure solution. Parce que d'autres personnes nous ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lampadaire sur 2, ainsi de suite. Techniquement, c'est toujours possible, mais ça coûte une fortune. Ou même par détection, vous savez, c'est pareil. Ça existe, mais ça coûte une fortune. Et là, on met des années et des années pour récupérer la mise de départ. Là, il faut savoir qu'avec ce système, en général, en 5 ans, on récupère largement l'investissement. Juste à titre purement indicatif et à plus petite échelle, nous avons l'expérience des châtaigniers, 52 candélabres, nous sommes passés à ce système, jamais nous avons éteint la nuit, en une année, 3 500 € d'économie. Copropriété privée, précision. Très bien, Monsieur Lothier. Bon, il n'est pas d'usage de réagir après une réponse à une question orale, mais juste pour vous dire que, du coup, votre première décision, moi j'ai tendance à l'approuver. Voilà. Pour celle-ci, attention, hein, je n'ai pas dit que j'étais en désaccord avec la décision. J'ai bien dit qu'il nous manquait les éléments pour pouvoir l'apprécier. Voilà. Et donc, vous avez raison, j'ai communiqué sur le sujet des pollens d'abord sur Facebook. Ça a été également votre cas concernant la décision de rallumer la lumière dans les différents quartiers. Et donc, nous n'avions pas les éléments. Voilà. Donc aujourd'hui, nous les avons. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis plutôt en accord. Je pense que d'étayer la décision, et j'entends le point zéro, est quelque chose qui est important. Parce que les impacts ne sont pas uniquement financiers, il y a tout un tas d'externalités qui peuvent être plus ou moins positives, plus ou moins négatives, et qui pourraient permettre aussi d'apaiser le débat, parce que vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui sont ravies de cette décision, ce que je peux entendre. Il y en a aussi, alors moi je ne sais pas si elles habitent Saint-Jean-de-Bray ou pas, qui sont plutôt vent debout contre la décision parce qu'elles pensent que ça va coûter cher, parce qu'elles pensent qu'il va y avoir un gros impact sur la biodiversité. Et donc de donner les éléments, de permettre d'objectiver, me paraît quelque chose d'essentiel. Très bien, merci Monsieur Lothier. Je n'ai pas dit que toutes les personnes qui étaient opposées habitaient à l'extérieur de Saint-Jean-de-Bray. Je dis simplement que je ne les ai pas entendues aujourd'hui. Voilà, vous avez bien entendu, de la même manière que j'ai bien entendu ce que vous avez dit, vous avez bien entendu ce que j'ai dit également. Voilà. Et ce qui va primer dans ce dossier, encore une fois, ce sont et les usages et notre souci, effectivement, que nous portons aux enjeux environnementaux et à la biodiversité, quoi. Voilà. Donc ça va aussi compter dans les prises de décision qui seront faites. Mais encore une fois, ce qui comptera d'abord, c'est ce que nous diront les habitantes et les habitants. Voilà. Nous sommes d'abord une équipe municipale au service des habitantes et des habitants. Merci à toutes et à tous. Juste petite précision, Monsieur Lothier, pour terminer, moi je ne suis absolument pas du tout fermé à l'idée éventuellement d'envisager voilà, de pouvoir accepter les questions effectivement orales, j'allais dire urgentes, sur des temps effectivement courts, de la même manière, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc je me dois de le préciser, j'ai accepté effectivement que les groupes politiques puissent être constitués à partir de 2 élus, alors que c'était 3 auparavant, et de la même manière, alors que le groupe de M. Lothier, enfin, nous aurions pu prendre la décision que vous ne siégiez pas dans l'ensemble des commissions.
j'ai pris la décision que vous puissiez siéger dans chacune des commissions. Ça me semble être le minimum effectivement démocratique que l'on doit à l'opposition. Voilà. Il y en aura d'autres. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le conseil municipal est clos. Bonne soirée et bon week-end. Merci. Petite précision quand même importante, oui, j'ai oublié. Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 22 mai à 18 h.